Bienvenue dans Queer à Vif, le podcast qui décrypte les luttes LGBTQIA+, et féministes avec engagement. L'épisode d'aujourd'hui va nous amener à réfléchir autour de l'importance qu'ont les soignants et soignantes dans l'éveil de nos consciences. Pourquoi est-ce primordial d'avoir des soignants et soignantes situés ? Comment notre invité analyse son militantisme ? Comment voit-il l'avenir ? Toutes ces réponses, sans langue de bois, c'est maintenant. Au fait, je suis Julie, Juju pour les intimes. Mon pronom est elle, je suis infirmière et vous écoutez Queer à Vif, épisode numéro 3. Bonjour, je m'appelle Niena Louis. Mon pronom c'est Yel ou Il. Je suis sexothérapeute queer. Bon, enchanté Nina Louis. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, on se connaît déjà de toute façon. C'est ça. Écoute, alors salut Nina Louis, bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas passer un agréable moment. Par souci de transparence, en trame de fond, je t'ai proposé quelques questions et nous allons débattre autour de tes réponses. Are you ready? Oui. Alors, on va commencer par une question brise-glace. Comment est-ce que tu te sens au regard de l'ambiance politique et sociétale aujourd'hui? Je suis stressée. En soi, c'est parce que j'ai dernièrement subi des attaques aussi contre ma personne et ou mon travail, en tout cas ce que j'incarne. Euh, Personnellement, par mon identité, les deux sont quand même pas mal liés. Et je peux pas rester en soi prostré par rapport aux actualités politiques et sociales. Donc je continue mon travail et le militantisme hors et sur les réseaux sociaux tout en étant stressé. Voilà. Ouais. On va débattre de tout ça tout au long du podcast parce que ça paraît super important. C'est vrai que de l'extérieur, ça paraît toujours facile sur Insta, sur les publications, et en fait derrière, il y a un vrai aussi travail par rapport aux haters, aux trolls, qui est invisible aux yeux des personnes extérieures. Carrément. Alors justement, tu as parlé de ton métier. Est-ce que tu peux nous présenter quel est ton métier, Ouais. Bah, du coup, je suis sexothérapeute queer, donc sexothérapeute, mais spécialisé dans l'accompagnement des personnes queer, donc de notre communauté. Donc j'accompagne en santé sexuelle, relationnelle, affective et identitaire, et je suis spécialisée auprès des personnes trans et ou TDS, donc les travailleurs et travailleuses sexuelles. Et je propose des suivis qui sont individuels ou relationnels. Donc en soi, je prends en charge dans le relationnel toute forme de relation, donc que ce soit le couple, les relations polyamoureuses, queer platoniques, enfin tous les modèles qui soient exclusifs ou non exclusifs. Et j'ai mis en place des paliers pour que les personnes puissent payer en fonction de leurs moyens financiers, de leurs finances. Donc, par exemple, il y a le palier précaire, intermédiaire et confortable. Donc, une personne qui souhaite consulter seule peut commencer à 40 euros pour l'heure. Et puis, à partir de deux, donc on va dire couple, on est à 60 euros de l'heure, ce qui est très peu par rapport Hmm. aux tarifs de base, même d'ailleurs en région parisienne. D'accord. Et ça, c'est une forme de militantisme quand tu as voulu mettre ça en place? Ouais, 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 tout à fait. Je me suis dit que, bah, les publics que je prenais en charge, il y en avait énormément qui étaient précaires et je m'en suis rendu compte, dès le début de ma pratique quand j'ai ouvert mon cabinet. Donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je devais mettre en place pour que moi je puisse quand même être rémunéré, mais que ce soit pas, énorme non plus, même si 40 euros ça reste beaucoup pour certaines personnes. Au début, j'avais essayé de mettre en place une cagnotte, mais ça fonctionnait très mal parce que comme je suis suivi par des personnes queer, bah, on va pas demander aux personnes précaires de donner aux autres personnes précaires, enfin, ça n'a pas de sens. Oui. Donc je me suis dit: «Je vais plutôt faire par palier», et aujourd'hui, il y a pas de personne qui paie, le tarif vraiment, confortable. J'ai du précaire, j'ai Hmm. du intermédiaire et si vraiment les personnes 40 ça fait beaucoup, en général, leur accompagnement, on va plus se voir une fois par mois, comme ça fait que 40 euros par mois avec un échange de mails que, bah, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines où là, ça peut faire, très vite, onéreux. D'accord. Alors, c'est vrai que moi qui suis aussi dans le monde du soin, on n'a pas l'habitude de mélanger militantisme et soin. On nous dit il faut toujours garder une neutralité, il faut pas, on fait du soin, etc., etc. Et est-ce que tu penses que le métier que tu fais aujourd'hui est influencé par ton parcours?
Ah carrément. Ah carrément, on peut pas être neutre de toute façon quand on est soignant ou soignante. Même les personnes qui étudient, basiquement, voilà, en faculté, à l'université, que ce soit médecine ou autre, ne sont pas neutres dans leurs études. Les études, elles sont très universalistes et elles mettent en avant de toute façon un parcours et une prise en charge qui est adapté aux personnes blanches, personnes cisgenres et hétérosexuelles, couples monogames, hein, si on va plutôt en termes de thérapie conjugale, Mm. ou de prise en charge en santé, reproductive. Donc c'est pas neutre de base, c'est fait pour la communauté des personnes cis hétérosexuelles, des personnes blanches. Donc je ne suis pas neutre non plus, même si je vais à côté voir, je découvre de nouvelles choses, un nouvel, environnement, de nouvelles pratiques en prenant en charge les personnes qui sont laissées de côté par, les enseignements entre guillemets «reconnus» ou de base. Donc Mm. oui, c'est influencé par ma personne parce que je me suis rendu compte que quand j'étais en licence de psychologie, bah, ça parlait pas du tout des personnes queer et puis, de la diversité, de toutes les personnes qui sont pas pris en compte dans cette société, patriarcale. Du coup, ma pratique, elle est communautaire parce que j'ai pensé ma personne. En tant que personne queer, je me suis dit: «Bah, même moi, en santé sexuelle, affective, relationnelle, bah, je me retrouve nulle part dans les enseignements, universitaires, vraiment Mm. de base, puisque la base, c'est censé être, les personnes cis hétéros qui ne se pensent même pas comme communauté, elles-mêmes. Donc ouais, carrément, Carrément. ça influence. Mon vécu, est venu ouvrir, une panel de possibilités, dans une prise en charge adaptée, quoi. Et est-ce que tu as remarqué, en faisant du soin communautaire, est-ce que tu as remarqué que sur certaines prises en charge, les gens, ils modifiaient leur façon de penser, ils s'ouvraient plus ou ils découvraient qu'en fait, ben, je sais pas, tu provoquais des coming out en se disant, ben ouais, finalement, on n'est peut-être pas hétéronormé ou on est formaté et puis en fait, il y a une autre vision du couple, ça nous correspondait pas, mais on n'osait pas. Euh, c'est cette idée-là aussi de se dire que quelque part, tu participes à l'apprentissage qu'il existe autre chose que les normes hétéros, etc., etc. Est-ce que ça, tu l'as remarqué, ce côté-là un peu des fois d'éveil, voilà, de wokisme. Alors, Ah, le mot il est l'éveil lâché. ouais, l'éveil, oui et non. C'est-à-dire que comme j'écris que je suis sexothérapeute queer sur, mes profils, LinkedIn, Instagram, que je me présente en tant que professionnel qui est spécialisé dans notre communauté, c'est la communauté qui vient à moi. C'est-à-dire qu'il y a rarement des personnes, cis hétérosexuelles qui viennent à moi. C'est très rare. Quand les personnes sont venues, je les ai acceptées parce que, bah, il y avait pas, autant de patientèle que j'en ai aujourd'hui, donc et elles pouvaient venir. Maintenant, c'est plus possible parce que je prends en charge, les personnes qui sont prioritaires et dont c'est ma spécialité. Mais ça a jamais vraiment collé, en fait, ça a jamais vraiment collé Hmm. et c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a des professionnels avec qui, bah, on se sent pas à l'aise ou avec qui ça matche pas et c'est parfaitement OK. Mais c'est des personnes qui sont queer, qui viennent me voir et qui viennent déjà avec des demandes où je sais qu'ils recherchent l'éveil, ils, elles et elles Hmm. se questionnent et donc moi je vais les accompagner «plus profondément» entre guillemets. Mais il y a déjà un déclic, il y a déjà un coming in en général qui est en marche sur les questions queer et que Hmm. moi, bah, je vais, accompagner, enfin, c'est déjà là. Par contre, sur d'autres questions qui sont pas forcément queer, de fait, là, par contre, je peux entraîner dans la prise en charge, un coming in. Mais c'est plus sur les questions de Hmm. trauma sexuel et d'inceste. Là, ça a pas rapport avec, Hmm. forcément la queerness, en tout cas pas spécifiquement, quoi. Ouais, j'entends que quand même il y a une part aussi de d'histoire d'histoire queer dans ce que tu dis en fait. Tu fais de l'apprentissage aussi de ce qu'est la queerness, non? Totalement, totalement et j'ai même réfléchi à, enfin, j'ai réfléchi à ma pratique et ce que j'incarnais pour les patients-patientes puisque je fais partie de leur communauté qui a possibilité qu'on se croise à des événements si, y elles habitent, dans le coin, enfin, je veux dire à Paris, Île-de-France et pendant les premiers mois de ma pratique, en tant que sexothérapeute queer, c'est vraiment quelque chose que j'ai questionné en discutant avec des collègues qui sont aussi sexothérapeutes, psychothérapeutes, et cetera, hein, dans la santé sexuelle de bah, comment est-ce que ces gens se positionnaient, par rapport à leur patientèle en faisant partie, de la même communauté. Et honnêtement, je questionne toujours. Il y a pas, une bonne façon d'être queer et de prendre en charge les personnes queer et de faire partie de la même communauté.
mais voilà, je suis encore dans la réflexion. Ouais, ça m'amène une question là au moment là où tu parles, sur les notions en psychologie de transfert et de contre-transfert. Donc cette idée-là que des fois en tant que soignant-soignante, on se reconnaît dans un parcours, ça nous touche plus particulièrement, et l'inverse est vrai aussi, le patient ou la patiente va s'identifier à nous parce que bah, il nous voit, on incarne quelque chose, voilà, qu'il voudrait ou qu'il aimerait être. Et du coup, je me demandais comment toi, est-ce que tu arrivais à gérer ces phases-là avec tes patients ou tes patientes? En fait, je me rends compte qu'il y a le transfert et le contre-transfert dans ce que je ne peux pas leur apporter, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des patients, patientes qui me disent: «Bah, est-ce que vous auriez connaissance une collègue, qui est racisée?» Je me dis: «Là, je suis une personne blanche et elles veulent une personne racisée» et là, je me dis: «Il y a une nécessité, en fait, d'identification et d'être auprès de personnes concernées». Donc je m'en rends compte dans ce qu'en fait, je ne peux pas proposer, Hmm. incarner ce qui ne me concerne pas. Après, ça veut pas dire que je questionne pas, la question, de la race, de la classe, enfin, évidemment, de l'identité de genre, ça, je le questionne, mais vraiment, la race, ça, c'est quelque chose que, en tant que personne blanche, bah, les gens vont pas forcément les patients vont pas forcément oser, en parler. Donc en fait, je l'aborde directement pour que, voilà, les personnes se sentent en confiance. Mais je sais que de base, pas forcément y avoir une identification avec ma personne. Donc je m'en rends plutôt compte dans ce que D'accord. j'incarne pas, et dans ce que je peux pas leur «donner» entre guillemets. Après, il y a pas que ça, il y a pas que la question, de la race, mais je sais que, je m'en suis rendu compte prioritairement, par là, quoi. D'accord. D'accord, ok, ouais. Donc il y a pas forcément plus de charge mentale sur une prise en charge queer que sur une prise en charge traditionnelle hétéro, quoi. Si, si. Je pense que les soignants, soignantes, peu importe, hein, en tout cas quand il y a de la thérapie, psycho-sexothérapie, même peut-être aussi du conseil conjugal, je pense que les personnes qui sont blanches, cisgenres, hétérosexuelles, ne questionnent pas en fait, ce qu'elles représentent et comment est-ce qu'on peut transférer, contre-transférer, projeter et cetera, parce qu'elles ne se pensent pas, comme une communauté. Hmm. Et nous, on le sait parce qu'on est minorisé et de ce fait, on va le réfléchir. Parce que rien que le fait d'aller, dans des manuels pour, voilà, parfaire nos connaissances, pour, se dire: «OK, là, j'ai un peu plus besoin de travailler sur, le vaginisme, sur les douleurs pendant les rapports sexuels, donc je vais lire un livre». On se rend compte que ce livre est pas du tout inclusif pour les minorités de genre ou les minorités sexuelles et donc en fait, il y a une espèce de truc qui se fait dans notre cerveau où en fait, on va venir raturer pour rendre inclusif ce qu'on est en train de lire. On va imaginer des exercices qui sont pas dans le bouquin, mais qui seraient plus diversifiés pour nos patients, patientes et déjà ça, c'est une charge mentale en plus, le fait de lire des trucs qui sont pas adaptés parce qu'il y a que ça, en fait et d'essayer de faire des morceaux de puzzle, qui rentrent pas les uns avec les autres ou de faire, du truc fait maison, du modelage avec, Hmm. notre expérience personnelle ou avec un contenu militant qu'on va lire parce que, bah, il y a pas encore d'études sur le sujet, parce que c'est encore très précaire. Déjà ça, avant même d'être dans le cabinet avec la personne, tout le travail qu'on fait en amont pour bien recevoir, proposer des outils, c'est énorme et c'est effectivement une charge mentale supplémentaire puisque les personnes, patients, patientes, puis, les soignants, soignantes cis hétéros, ils ont déjà en fait des modèles de prise en charge, des protocoles, des outils qui sont faits pour eux. Donc il y a pas ce travail à faire en plus dans leur esprit. Ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait qu'on arrive à pouvoir rééditer tout ce qui existe aujourd'hui à la lecture de toutes les communautés qui existent parce qu'effectivement, ben, on parle toujours de la place de la majorité. C'est ça, carrément. Et toi, ton job, c'est en fait ça, quoi. Finalement, c'est de traduire ce qui est pour la majorité, de l'adapter à la minorité, parce que sans ça, on peut pas se comprendre, en fait. Se comprendre personnellement, hein. Comment notre corps fonctionne, les spécificités, les trucs qui rentrent pas dans les cases. Bah, tout à fait, carrément. Et je sens alors, je sens une petite pointe quand même là dans ton discours qui Vas-y. tend légèrement vers le féminisme quand même. Bah, ouais. Et Ça n'aurait aucun sens de pas être situé au minimum.
dans le féminisme. Je veux dire, j'ai des collègues qui sont antiracistes, qui sont afroféministes, etc. Donc ça n'a aucun sens que je sois pas située et que je sois pas radicale et engagée. Parce que mon travail en tant que tel euh, est de gauche ou Hmm. d'extrême gauche, comme pourrait dire voilà, les fachos. Ouais. Mais évidemment, il est situé parce que s'il n'était pas situé, je pourrais pas prendre correctement en charge ma patientèle. Et puis même moi, enfin, je ferais pas ce travail si c'était pas situé. C'est un travail qui est obligatoirement situé puisqu'il est queer. Donc déjà, ce mot-là, il a un sens, il a une connotation militante. Donc oui. Et puis c'est un féminisme qui est intersectionnel, qui essaie de prendre en compte vraiment absolument tout le monde qui est minorisé. Donc oui. Sur cette partie-là du féminisme, alors moi c'est un petit peu mon questionnement depuis un petit moment maintenant, c'est de trouver qu'aujourd'hui c'est hyper facile de se dire féministe. T'as plein de personnes qui se revendiquent du féminisme. Et je me posais la question par rapport au féminisme des années 70, 80, enfin 60, 70, un peu 80 aussi, qui était quand même radical avec les collages, avec les envahissements de scène. Est-ce que aujourd'hui ce féminisme-là, finalement, il nous manque pas? Bah, ça dépend quel féminisme. Parce qu'il y a toujours eu en fait plus, enfin il y a toujours eu, non, mais il y a eu des féminismes qui étaient plus dominants que d'autres et qui n'étaient pas forcément incarnés par les minorités de la diversité, des minorités raciales, des minorités de genre, sexuel. Et je ne pense pas me retrouver dans le féminisme des années 70, 90. Moi, je pense pas, honnêtement. J'aurais pas été le bienvenu. En tout cas, dans celui qui dominait. Donc, et puis même aujourd'hui, hein, le féminisme qui domine dans les médias, qui est entre guillemets bien vu, c'est pas un féminisme, c'est tout pourri. Alors, c'est vraiment un terme un peu nul, mais dans le sens où il est universaliste, il est libéral. Enfin, je veux dire, il est incarné par rien du tout, à part que les personnes qui ont plein d'argent puissent continuer à s'en mettre plein les poches. C'est un féminisme de femmes cis hétérosexuelles blanches bourgeoises enfin qui continue à dominer les autres. Donc non, enfin, c'est Burke. Ah oui, donc en fait, il faut reprendre tout le féminisme, là, si je comprends bien. Il faut qu'on repense tout ça. Non, 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 il faut juste mettre en avant le féminisme radical intersectionnel, mettre en avant les personnes afroféministes, les personnes transféministes, enfin mettre au devant de la scène les personnes qui sont ultra minorisées, qui cumulent les stigmates. Et oui, ce serait merveilleux si on pouvait mettre au devant de la scène ces gens-là. Mais enfin, si on peut pas le faire, c'est pas de notre faute. C'est parce que ce qui domine, Hmm. c'est la classe dominante. Donc, Oui, c'est qu'il n'y a pas la place. Et en ça, les réseaux sociaux, alors du coup, je rebondis puisque les réseaux sociaux, d'après ton discours, peuvent nous aider. oui et non. Ça dépend qui parle et comment les gens parlent. Parce qu'il y en a, ils disent des conneries quand même sur les réseaux sociaux. Ah ça, Après, c'est important de penser l'espace numérique et les réseaux sociaux comme un lieu public, de toute façon. hmm, Donc, oui. comme la rue, enfin, comme d'autres espaces publics, puisque on a quand même vachement évolué depuis les années 2000 et l'arrivée d'Internet où j'étais encore petite personne à peine née, mais ça a vachement avancé. C'est devenu un espace public, Hmm, médiatique. Enfin, ça se trouve, et je pense que c'est le cas, il y a plus de personnes qui se retrouvent sur des lives, peut-être Twitch, sur des lives Instagram que où j'étais de 20 heures, par hmm. exemple. Donc c'est vraiment un espace d'expression. Après, il faut s'exprimer correctement. Je veux dire, il y a plein de personnes qui Oui. s'expriment et honnêtement, c'est pas pour le bien, dans le sens pas pour le bien de notre communauté, en tant que queer. Ouais, en fait, j'ai toujours cette impression-là que si on fait pas 3, 4 millions de manifs dans la rue, de personnes qui manifestent dans la rue, les politiques, ils se contrefichent de savoir ce qui se passe sur Insta, sur Twitch, sur machin. Tu peux faire des lives. J'ai l'impression que de prendre la rue, si tu prends pas la rue, les politiques, ils bougent pas. Je pense que si on en est capable, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont handies en fait, donc ne peuvent pas aller dans la rue tout simplement, et c'est parfaitement ok. Mais si on a la possibilité de le faire, prendre la rue et aussi les réseaux sociaux, en fait, prendre les espaces publics, tout simplement. Ouais. Avoir un espace médiatique
dans les espaces publics, pouvoir avoir une présence, être là, mais donc pas que dans la rue. Aussi, peut-être sur les plateaux télévisés, s'il y a possibilité Hmm. d'eux, mais c'est quand même plus inaccessible pour les personnes minorisées. Puis les réseaux sociaux, mais il y en a plein d'autres, hein. Ça peut être des espaces publics comme les universités, ça peut être des espaces publics culturels, enfin, mais prendre le plus d'espace en tout cas. Le problème aussi, quand tu parles des médias, c'est que la plupart des gens qui interviewent les personnes qui sont concernées, ben, ils sont pas, l'intervieweur n'est pas formé et pose des questions Mm. qui sont inutiles, qui n'ont pas de sens et qui finalement, ben, tu peux pas répondre à une question qui est conne, quoi. Donc, c'est compliqué de venir dérouler un argumentaire quand la question posée, elle a pas de sens, quoi. Oui, bah, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui voudront détourner la question, le débat, enfin l'actualité. Enfin, de toute façon, on s'en rend bien compte avec les personnes musulmanes, les femmes qui portent le voile, elles sont toujours, enfin, au centre de l'actualité, alors que c'est des personnes qui ont absolument rien demandé. Enfin, on voit bien que c'est de l'islamophobie. Enfin, ce gouvernement, c'est une catastrophe en termes de racisme, d'islamophobie, alors que les vraies questions, enfin, il y a des vrais problèmes, ne serait-ce que bah, les droits de l'enfant. On a vu avec l'affaire Betaram, le fait de s'intéresser à la pédocriminalité. Tout ça, c'est des vraies questions, mais ne serait-ce que, Mm. enfin, la précarité étudiante, enfin, on pourrait en citer, mais des milliers de sujets de société où, en fait, les gens ont besoin que le gouvernement fasse quelque chose, mais le gouvernement, il n'a pas envie de faire quelque chose, puisque sinon, ça irait pas du côté de la droite et l'extrême droite. Donc, à la place, il va poser, comme tu dis, des questions stupides, inutiles, il va instaurer, voilà, la peur, et puis il va, voilà, faire en sorte que les gens détestent, ou voilà, fasse une campagne diffamatoire, enfin toutes ces stratégies voilà, de l'extrême droite ou de la Mm. droite sur des personnes particulièrement minorisées. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est même pas une question qui soit formé ou pas. Je veux dire, même si on n'est pas formé ou informé, on peut faire preuve de bienveillance. On peut se dire Carrément. ah bah excuse-moi, excusez-moi, voilà, je vois que ça vous blesse. Enfin, Mm. quelle serait la question appropriée? Enfin, c'est vraiment une question de pas vouloir. C'est une question de pas vouloir, de pas avoir envie de non, je pense que c'est vraiment très bien organisé. C'est pas une question de pas être formé. La question qui va titiller là. Vas-y. Si, imaginons qu'on ait une petite baguette magique et que demain tu puisses te réveiller et incarner un poste politique. Lequel tu choisirais? Un poste politique? Allez, tu peux prendre n'importe lequel. Bah, en fait, le truc, c'est que, en vrai, je m'y connais pas du tout en termes de politique. Je pourrais pas me lancer. Enfin, je parle pas des choses que je connais pas, parce que au moment où ça dépasse mon champ d'expertise, je me tais. Ce que beaucoup de personnes devraient faire, honnêtement. C'est clair. Mais c'est aussi que je pense pas me retrouver dans un poste politique. Enfin, je crois pas Hmm. particulièrement en l'organisation du gouvernement et de la société actuelle. Je sais pas si je suis une personne anard, j'en sais rien. Je m'y connais pas du tout dans ces choses-là. Je sais pas si voilà, je suis marxiste, enfin tout. Je sais que c'est à gauche, voire à l'extrême gauche, et c'est super. Ça a l'air vraiment d'être à fond pour mon travail, mon identité queer, mais j'y connais rien. J'y connais rien. Donc, je sais C- pas. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu reconnais pas la politique incarnée par des personnes, Bah, par des déjà postes, un l'histoire premier de ministre. ouais, des personnalités publiques, enfin en fait, j'ai beaucoup de mal, hein. J'ai beaucoup mais en tout cas, personne, que ce soit en termes de députés ou de partis politiques, ne me satisfait, ne Hmm. me représente et bien sûr, pour les législatives, si c'est bien ça, j'avais voté, voilà, le il y avait un nouveau le LFI mais la Nouvelle Union, NFP, ouais. comment ça s'appelait? Hmm. Voilà le NFP. c'est ça, voilà. Donc j'avais Hmm. voté pour parce que, bah, ça semblait évidemment, logique, enfin, dans le sens de voilà, de regrouper, des personnes de gauche, de divers partis, de pouvoir aussi, faire barrage à l'extrême droite. Donc évidemment, j'ai fait cette action, militante, mais pour le moment, je me sens pas particulièrement proche d'une personnalité politique, publique ou d'un parti. Du coup, on a commencé à aborder un peu le côté politique. Je voulais savoir quelle serait une des premières mesures que tu aimerais prendre pour faire avancer nos luttes si tu en avais le pouvoir. Je le ferai pas seul, premièrement, parce Ah, qu'il y a plein de sujets que je ne connais pas.
et que peut-être je ne connaîtrai pas jusqu'à ma mort, puisqu'il y a tellement à lire et à apprendre des autres. Par contre, j'aimerais que ce soit une sorte de collectif, que ce soit commun avec d'autres personnes. Déjà, il faudrait qu'il y ait des personnes qui incarnent d'autres formes de minorisation que j'ai pas. Donc là où il y a mes privilèges, bah, j'ai pas mon mot à dire. Sur ma blanchité, j'ai pas mon mot à dire, par exemple. Mais en tout cas, sur ce que j'incarne et sur ce qui fait que je suis une personne Hmm. minorisée, je pense que en premier lieu, j'aurais une sorte de baguette magique. Je sais pas si ça fonctionne parce que honnêtement, faudrait demander aux personnes directement qu'est-ce qu'elles pensent qu'il serait mieux de faire. Mais soutenir vraiment les femmes trans en fait et les personnes transféminines parce que moi, par exemple, je suis pas une personne transfemme, je suis pas une femme trans. Parfois, je suis perçue comme une femme trans, des fois non, des fois comme un ou une travestie. Enfin, c'est très, voilà. Mais en tout cas, en tant que personne trans, qui n'a pas de genre, qui n'est pas vraiment sexuée aux yeux des autres, enfin, il y a un espèce de truc en mode, qu'est-ce que c'est? Et c'est un peu le but. Mais voilà, dans ce flou du genre, enfin, honnêtement, je pense que je soutiendrai l'initiative de l'association Toutes des femmes qui veulent justement sur les cartes, même les cartes d'identité, mais au-delà de ça, faire qu'on puisse faire un changement. Enfin, voilà, du prénom et du sexe, enfin de tout ce qu'on veut sur la carte d'identité. Mais en tout cas, qu'on puisse, changer de sexe, juste en allant en mairie, en déclarant que, bah, voilà, en fait, on se sent femme, on se sent homme, on se sent ni l'un ni l'autre, enfin, on se sent, énormément de choses, enfin, peu importe, mais qu'il y ait pas qu'un F ou un M sur les cartes d'identité. Peut-être qu'il y ait la possibilité, d'un X. Si les personnes ont envie qu'il y ait un M, un F, un X, tant mieux. Si les personnes veulent qu'il y ait rien, tant mieux. Mais qu'en fait, il y ait pas cette binarité. Déjà, ce serait Hmm. honnêtement un premier pas, enfin, pour notre communauté en tant que Hmm. personne trans, binaire, non binaire, xénogenre, enfin tout ce qu'on veut, mais aussi vis-à-vis des personnes qui sont afroféministes, vis-à-vis des personnes qui sont racisées, parce que, et je pense que enfin c'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai vraiment appris de ces communautés, mais que c'est la colonisation et les personnes blanches qui ont été imposées le genre femme et le genre homme. Enfin, il y avait énormément de peuples qui avaient un troisième genre, Hmm. il y avait les Tout-Spirites, enfin, il y avait vraiment énormément de Hmm. peuples Tout à fait. avec une pluralité d'identité de genre où même l'identité de genre n'était pas pensée. Donc Hmm. honnêtement, enfin, je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde et à notre société. Ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a plein de communautés où il y avait pas que deux genres qui étaient là et où on l'a imposé puisque nous on arrivait avec nos deux genres. Hmm. Carrément. Mm. On arrive sur la fin du podcast. Il reste deux questions qui sont un peu poil à gratter. Alors, à l'heure où on parle, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est toujours le gouvernement Bayrou qui est là. Il tient bon. Est-ce que tu penses que la politique actuelle, incarnée par les personnes de ce gouvernement, est féministe et inclusive? Ah non. Après Bon, tout ce qu'on a merci, dit. c'est clair. Bah non. Bah non, non. Et puis, je me remarque que dans tes notes un peu plus haut, si j'ai le droit de le dire, en tout cas, tu avais cité en politique Sandrine Rousseau notamment. Sur les Hmm. deux autres que tu avais cités, je les connais, enfin, je les connais pas particulièrement, donc je peux pas voilà, parler sur elles. Mais rien que Sandrine Rousseau, en fait. Mais ça va pas. Je veux dire, il y a pas de féminisme en elle, à part ce qu'elle appelle un féminisme pour enfin garantir la domination des femmes blanches, cis hétérosexuelles, qui en plus sont tranquillement dans un infantisme qui est totalement mais décomplexé en fait, enfin une domination sur les enfants et les adolescents et adolescentes par enfin les femmes, les mères et les adultes. Donc je ne peux pas soutenir cette personne qui d'ailleurs est vue comme par beaucoup comme la femme qui incarne le féminisme dans un Hmm. gouvernement, enfin voilà, mais pas du tout. Mais pas du tout en fait. C'est pas un féminisme qui est inclusif puisqu'il n'inclut pas toutes les luttes des personnes les plus minorisées. Elle ne représente pas, elle ne me représente pas, elle ne représente pas mais un nombre incalculable de personnes Hmm. minorisées. Donc non, absolument pas. C'est un gouvernement pour les riches, par les riches, et les blancs, et les cis, hétéros, etc. Est-ce que, alors je vais poser la question, je pense que j'ai la réponse, mais mine de rien, est-ce que tu vois des signes positifs d'amélioration? Dans le Ou, gouvernement actuel, ouais, ou de prise de conscience de la société peut-être? je suis assez mitigé. Parce que quand même, on a de plus en plus de personnes qui parlent.
On a des comptes qui visibilisent notre parole. Il y a des gens qui font de plus en plus de choses sur le terrain. Toi, Alexis, il y a quand même dans notre communauté des choses qui se font. Est-ce qu'un jour on peut pas penser qu'on intégrera le gouvernement, qu'on pourra faire bouger les choses? Alors, dans notre communauté, oui, bien sûr qu'il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait plus d'initiatives contre les violences intracommunautaires queer, les violences conjugales Oui, queer. oui. Parce qu'il faudrait un podcast entier pour parler des violences intracommunautaires queer et de la prédation, qui s'y passe. Mais Mm, en tout cas, dans notre communauté, il y a plein de belles initiatives, mais le problème, c'est que dans notre communauté, évidemment, il y a plein de personnes avec, des statuts sociaux, des identités, enfin il y a des privilèges et il y a des stigmates. Enfin, les personnes s'entrecroisent dans leur vécu, différent. Donc il faut aussi se dire qu'il y a aussi une communauté, puis des sous-communautés. Enfin, je veux dire, la communauté des personnes transféminines n'a rien à voir avec la communauté trans à elle toute seule. Donc, forcément. Mais si par exemple, parce que moi, au niveau de ta question, je me disais, est-ce que c'est par rapport à la communauté queer que tu te poses cette question, par rapport genre au gouvernement actuel? Enfin, c'est par rapport à quoi que tu penses du positif qu'il pourrait y avoir? Ben, je me dis, on a quand même réussi à avoir des ministres qui ont fait des coming out publics, ce qui aurait pas pu être fait il y a quelques années. Est-ce que ça, c'est pas un signe quand même d'ouverture? Finalement, c'est une bonne chose. En tant que personne trans, j'ai beaucoup de mal. Parce que coming out, homosexuel, un gay, OK. Je veux dire, bien sûr, je veux dire, c'est super, enfin, surtout pour, la communauté gay, oui, bien sûr. Par contre, être, une personnalité publique, politique, voilà, défendre les droits des personnes, homosexuelles notamment. Soyons honnêtes, des personnes gays, hein, les lesbiennes et les bi, Oui, tout à peuvent fait. aller se faire foutre par le gouvernement, quoi, C'est malheureusement. ça. Mais par contre, ne pas défendre, les droits des personnes trans et surtout aussi des personnes intersexes, parce qu'il faut le dire, hein, Mm. le gouvernement n'a Oui. rien à foutre des personnes intersexes, hein. L'ONU nous a rappelé à l'ordre sur, les mutilations intersexes, les hormonothérapies forcées, Mm. enfin, Mm. le gouvernement sur les questions d'intersexuation, mais vraiment continue, hein. On le sait qu'il y a Ah des oui. mutilations, Mm. qui continuent à enfin, il y a on n'a pas le CIA-OI, hein, le collectif intersexe, activiste pour rien en France. Mm. Donc, je reste mitigée. En fait, je reste mitigée parce que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'intersexuation, enfin, c'est 3 choses qui sont quand même différentes. Le fait d'être Complètement. un homme gay, tu vois, c'est super Bien différent que sûr. d'être une personne trans, tu vois? Bien sûr. Bien sûr. Donc pas sûr que Mm. cette visibilité, elle nous fasse avancer en tant que personne trans et ou intersexe, en fait. Surtout s'ils se positionnent pas sur les droits des personnes trans et intersexes. Il y en a plein qui sont homonationalistes, en fait. Donc, il y en a plein qui sont, gays, lesbiennes, voire Mm. bi, cisgenres, diadiques, donc non intersexes et qui Mm. concrètement pourraient nous marcher dessus juste pour aller dans la cour, des personnes cis, enfin hétéros du coup, donc, je suis pas sûr, hein. Bon, waouh, quel podcast! C'est un peu glauque la fin. Non, c'est super. Non, non, vraiment, c'est super intéressant d'avoir aussi un point de vue très militant et ce regard-là aussi de par ton expérience communautaire, des gens que tu prends en charge, parce que bah, au travers de ce que de ce discours-là que tu portes, on sent bien que c'est aussi les personnes que tu prends en charge qui parlent à travers toi et c'est hyper important. Et tu parlais des personnes intersexes. Je me refuse, par exemple, à séparer la communauté trans de la communauté intersexe parce que je me sens privilégié d'être une personne trans par rapport à une personne intersexe et je considère aussi que ça fait partie de ma visibilité, de ce privilège de la visibilité, de justement porter aussi, donner la parole à des personnes intersexes qui, elles, galèrent vraiment parce que pas de visibilité, peu d'associations finalement, puisque dans nos communautés, ce qui manque aussi, c'est l'interassociatif. Bon, ça, Mmh, c'est un peu carrément. ma lubie. De faire des actions qui sont séparées, ça invisibilise des personnes qui sont déjà très invisibles. Mais après ça, c'est aussi lié au fait que dans des grosses associations, comme des centres, notamment par exemple le centre, LGBTI, Paris, l'Inter-LGBT, enfin vraiment qui organise, les gros événements qui peuvent pas passer à la télé, toutes ces choses-là, les grosses marches, c'est qu'à la tête de ces collectifs ou, de ces centres et cetera, il y a des personnes
qui sont des hommes cis, gays en fait. Ok. Et en Mm. majorité, c'est-à-dire que leur C'est conseil ça. d'administration, même leurs différents pôles, sont dominés par des personnes qui devraient laisser leur Mm. place. Que ce soit par l'âge, parce que les personnes ne se mettent pas au goût du jour en fait de comment se comporter correctement et décemment avec les autres. Mais enfin, même peu importe leur âge, hein, honnêtement, mais voilà, il y a quand même une question aussi d'intergénérationnel. Mais Mm. il y a à la tête des gens qui non seulement commettent des violences intracommunautaires, sont à des postes de présidence et en plus, enfin, incarnent, ce qui enfin des voilà, des personnes, dominantes dont parfois le seul Mm. stigmate est d'être homosexuel. Enfin, je veux dire, on est en 2025, au moins ayez une coprésidence avec, une meuf trans, une personne, je sais Mm. pas, non binaire, xénogenre, personne intersexe, ou une personne, polyhandicapée. Enfin, je veux dire, des personnes noires, asiatiques, enfin voilà. Le problème, c'est qu'il y a pas ça, il y a pas ça du tout et Mm. c'est aussi pour ça qu'il y a pas, en fait, de visibilité des causes qui sont, moins visibles parce qu'il y a à la tête des gens qui ont rien à foutre là, honnêtement. C'est Alors, ah non, j'en peux plus, j'en peux plus. ça se sent. Ok, bon. Eh bien, en tout cas, on arrive sur la fin du podcast. Vraiment, merci beaucoup pour cet échange qui est passionnant et qu'on aurait pu faire durer encore des heures et des heures parce qu'il y a Oui, tellement de choses à dire sur notre façon oui. de militer, sur notre façon d'être visible. Et c'est super aussi d'avoir des personnes comme toi qui, de par leurs soins, permettent aussi de participer à l'éducation des gens dont on sait que le rayonnement va être au-delà de leur simple personne. On sait très bien que quand on forme ou alors qu'on déforme une personne, elle va, elle, transmettre ce savoir et ses connaissances à 5, 10 personnes autour d'elle. Et je pense que c'est aussi ça, un des enjeux est aussi là. On décrit beaucoup la santé communautaire comme étant renfermée sur nous-mêmes, alors que c'est pas du tout vrai. C'est le fait de donner des armes adaptées à des personnes dont on pense les parcours et qui elles-mêmes vont pouvoir rayonner autour d'elles sur des personnes qui n'osent pas venir ou qui ne peuvent pas venir. Donc oui à la santé communautaire. Avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, alors ou de l'autopromo, voilà, si c'est ton moment à toi, si tu as besoin de faire ou envie de faire de l'autopromo, ben vas-y, c'est ton moment. Bah, en soi, vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez besoin. Le souci, qu'il y a de moins en moins de place, puisqu'il y a beaucoup de demandes. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, voilà, un mail, de m'envoyer un SMS, de m'envoyer un message privé sur Instagram. Toutes mes informations de contact, de toute façon, elles sont dans mon Instagram. Donc, il n'y a aucun souci. Mon Instagram, c'est mon prénom, c'est Niena Louis, Niena. Louis en français. Ouais, je Voilà. partagerai, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Et voilà, comme toute bonne chose, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à débattre. Pour la visibilité de ce podcast, partagez-le, likez-le, envoyez-le à tous vos potes. En plus de le faire connaître, ça nous motive à continuer. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, solidarité avec toutes les femmes. Personne ne luttera à notre place. Mon corps, mes choix et surtout ta gueule. À très vite. C'était Julie, votre hôte queer.